Bonsoir à tous et bienvenue dans votre tranche d'information du jeudi 29 avril 2021. Les titres de votre journal du soir. Le vaccinodrome est ouvert à tous, situé aux Abîmes. Il reçoit les individus majeurs consentants. Le call and collect est la nouvelle technique commerciale employée par certains commerçants. Nous en avons interviewé deux aujourd'hui, un à Pointe-à-Pitre et un à Jarry. Enfin, le parti Force ouvrière a annoncé aujourd'hui sa présentation aux élections régionales avec pour tête de liste Jean-Marie Nomertin. Ce matin, l'entrée en classe des écoliers de l'école élémentaire Germaine Lantin au Gosier a été compromise à cause d'incompréhension et de problèmes de communication, tant du côté des salariés de l'établissement que des parents d'élèves. Situation sensible décryptée par Maxime Morel. Je suis là aujourd'hui en tant que parent d'élèves parce que j'ai entendu un message destiné aux parents d'élèves disant de venir avec la police pour ouvrir l'école. Et donc j'ai été complètement outrée d'entendre ça. Et donc moi je suis présente en tant que parent d'élèves mais pour soutenir les tatis. Puisque ce sont les tatis qui s'occupent de nos enfants. Je suis parent d'élèves mais j'étais enfant du Gosier. Ce sont les tatis qui s'occupent de nos enfants. Et quand elles auront de meilleures conditions de travail, nos enfants auront de meilleures conditions d'accueil également. Je trouve inadmissible la situation qui se passe au Gosier, que certains parents puissent appeler la police pour peut-être empêcher des manifestants qui effectivement sont dans leurs droits de revendiquer leur dû. C'est complètement égoïste parce que le coupable n'est pas là. Le coupable, c'est celui qui refuse d'appliquer la loi et qui, au contraire, appelle les forces de l'ordre contre ses propres salariés, alors que dans d'autres mairies, les maires font acte de bonne volonté. Donc il est temps que les Gosiériens se mobilisent, d'accord? Je ne suis pas salarié de la ville du Gosier, mais je suis un Gosierien qui aime sa ville et je suis venu soutenir justement les grévistes en ce sens. C'est au maire de prendre ses responsabilités. Ce n'est pas à nous, parents, de faire la police et de se mettre contre les tatis qui prennent soin de nos enfants. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je comprends, tout le monde est exaspéré. Moi-même, ça me pose problème. Mais c'est le maire, c'est la responsabilité du maire. C'est le maire qui doit parler à son personnel et voilà. Donc c'est pas à nous. Et en plus, c'est très irresponsable de la part de maire de donner quitus aux parents pour venir ouvrir l'école, voilà. Il faut que les parents d'élèves restent, conscients que les salariés grévistes de la ville du Gosier sont dans leur bon droit juridique et que justement, en se mobilisant avec eux, les choses peut-être vont changer. L'accès au vaccin est ouvert à toute personne au vaccinodrome depuis hier. Annoncé par la directrice de l'Agence régionale de santé, Valérie Denux, le vaccinodrome se situe à l'aéroport Paul Caraïbes aux Abîmes et reçoit toute personne âgée de plus de 18 ans. Reportage signé Olivier Félix. Hier, aux infos, ils nous ont précisé que les jeunes de plus de 18 ans pouvaient se faire vacciner. Et comme je pense qu'il faudra un jour ou un autre qu'on se fasse, pratiquement toute la population guadeloupéenne doit se faire vacciner. Donc je pensais que c'était important que je vienne me faire vacciner aujourd'hui. Donc là, nous sommes dans un fonctionnement qui monte au fur et à mesure, qui est progressif. Donc l'affluence, elle est comme vous l'avez pu l'observer. En tout cas, nous sommes prêts à accueillir tous les publics majeurs qui souhaitent se faire vacciner dans le centre. Les moyens, que ce soit en effectif, que ce soit en matériel, seront mis en place à disposition pour pouvoir accueillir tout un chacun. C'est surtout pour protéger plus les autres, étant donné que je ne suis pas spécialement à risque. Je n'ai pas de raison spéciale pour me faire vacciner à part vouloir protéger les autres. Il y a un process parce que nous devons respecter quand même un protocole de sécurité, un protocole sanitaire. Donc les personnes sont invitées dans un premier temps à se désinfecter les mains. Une prise de température est réalisée dans une première approche. Ensuite, elles vont remplir un questionnaire qui va permettre d'identifier si oui ou non elles peuvent être éligibles à la prise du vaccin. Donc ici, je précise, c'est le Pfizer. Et par la suite, elles seront enregistrées avec un outil de riposte de manière à recenser et identifier toutes ces personnes. À l'issue, on va les orienter vers un médecin pour un bref échange pour vraiment confirmer qu'elles soient éligibles à cette vaccination. Et ensuite, on pourra les orienter vers des boxes de vaccination de manière à ce qu'elles puissent recevoir cette injection. Donc par la suite,
Nous inviterons ces personnes à s'orienter vers une zone de repos de manière à observer pendant 15 minutes d'éventuelles problématiques qui pourraient être avancées, en sachant que celles-ci, les moyens sapeurs-pompiers, c'est-à-dire une équipe secouriste, des infirmiers et des médecins, sont là pour réagir et pour apporter une réponse rapide en cas de situation problématique. L'assurance maladie a mis en place un dispositif d'accompagnement pour les personnes qui souhaitent se faire vacciner. En effet, si vous n'êtes pas en mesure de vous rendre au vaccinodrome par vous-même, l'assurance maladie prend en charge tous les frais de transport. Nicole Méry, responsable de ce service, est interviewée au micro d'Olivier Félix. L'assurance maladie met en place un dispositif afin de favoriser la vaccination contre la Covid-19. Il s'agit donc de la prise en charge des transports vers les centres de vaccination le plus proche, qui est autorisé de manière dérogatoire. Vous pouvez retrouver ces centres sur le site santé.fr. Il faut une prescription médicale qui va être établie par un médecin avant le transport. Donc ça peut se faire lors de la consultation pré-vaccinale ou toute autre consultation. Il y a un décret qui a été prorogé en fait. C'est une mesure qui est déjà en vigueur depuis le mois de février, donc qui a été prorogée récemment jusqu'au 1er juin. Donc ça veut dire que l'ensemble de la population guadeloupéenne qui souhaite se rendre dans un centre de vaccination peut faire appel aux taxis conventionnés. L'avantage que nous avons en fait, c'est que le maillage du territoire est complet, c'est-à-dire que sur l'ensemble du territoire guadeloupéen, nous avons des entreprises de taxis conventionnés. Donc la personne qui souhaite se rendre dans un centre de vaccination doit bien évidemment d'abord passer par son médecin traitant qui va lui prescrire le transport. Cette prise en charge peut se faire quel que soit l'âge du patient. Nous savons que depuis le 28 avril, l'âge qui prérequis, c'est 18 ans. Dès que vous serez dans les capacités de vous déplacer, vous pourrez avoir droit à cette prescription de transport vers un centre de vaccination. Les transporteurs concernés, ce sera les ambulances, les taxis et les véhicules sanitaires légers. Malheureusement, les transports en commun ou les voitures particulières ne seront pas pris en charge. Le président de la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant et maire du Gosier, Cédric Cornet, s'est rendu aujourd'hui au CHU en vue de rencontrer les équipes soignantes et dirigeantes afin de faire un point sur la situation. La troisième vague du Covid semble plus délicate à gérer et le maire entend être un porte-parole pour transmettre à la population de son agglomération les bons réflexes à développer. Reportage signé Charlie Dagonia. Je remercie encore le CHU, le directeur Cotelon et le docteur Sarraj de nous avoir reçus parce que, pour une seule et bonne raison, qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'interrogations dans la population et en étant élu, il me fallait donner le là et de dire voilà, aujourd'hui nous rencontrons cette situation qui est spéciale, qui est un peu nouvelle parce que le premier confinement, on n'a pas vraiment connu de cas aussi nombreux et la troisième vague, elle est vraiment plus compliquée avec le variant anglais. Donc il y avait beaucoup de défiance, il y en a toujours beaucoup, que ce soit par rapport à la mort par le Covid et aussi par, bien sûr, l'impact sur les lits de réanimation. Donc c'est pour ça que j'ai décidé, avec mon équipe, de pouvoir faire clairement une lumière sur cette maladie, les conséquences de cette maladie. Et bien sûr, mon but n'est pas de faire de la promotion, mais juste de la pédagogie. C'est avec grand plaisir que nous avons reçu le président Cornet, avec le directeur médical de crise chez nous, pour répondre à ces questions, lui apporter les informations nécessaires. Et il se fera le porte-parole auprès de la population, notamment ce que nous souhaitons, nous au CHU, c'est diminuer la pression sur les lits d'hospitalisation, notamment sur les lits de réanimation. Et comme je le dis souvent et je le redis, la meilleure façon de diminuer cette pression, c'est de ne pas arriver à l'hôpital. Et pour ne pas arriver à l'hôpital, dans le cadre de la crise Covid, c'est de respecter les gestes barrières, évidemment, et puis se faire vacciner. L'autre façon, c'est de ne pas arriver à l'hôpital, notamment en réanimation, c'est d'avoir un comportement vertueux sur la route, éviter les accidents de voiture, diminuer la consommation d'alcool, parce que généralement, la consommation d'alcool, ça se termine par des coups de couteau, des coups de feu, voilà. Et puis, faire attention en respectant le confinement. Après, chaque Guadeloupéen, en son âme et conscience, décide ce qu'il fait et ce qu'il ne fait pas. Mais je le redis encore, il y a des gens qui meurent du Covid
Et il faut qu'on fasse attention à nos proches, à nos familles, à nos amis. Et on doit rester en vie. Voilà, c'est ça mon seul mot, rester en vie. Le call and collect est la nouvelle méthode utilisée par les commerçants afin de continuer leur activité économique et vendre leurs biens et services à leur clientèle. Call and collect est une expression anglaise signifiant appeler et récupérer. Nous avons interviewé 2 commerçants sur le sujet au micro de Stanley Manicor. Nous avons fermé les points de vente de Basse-Terre et de Sainte-Rose. Et celui-ci, qui est le plus important, nous avons mis en place le call and collect, ce qui permet à nos clients de se déplacer, de rester hors du magasin et de pouvoir récupérer leurs commandes ou bien de passer des commandes aussi à distance. L'année dernière, nous ne l'avions pas fait. L'année dernière, au contraire, nous avons tout bloqué, tout fermé. Et ce sont nos clients même qui nous l'ont reproché de ne pas pouvoir accéder à leur bien-être. Donc c'est ce que nous avons fait cette année. Nous avons effectivement dès mardi fermé les autres points de vente, mais gardé celui-ci pour permettre l'accès à nos services. J'avoue que c'est ma collaboratrice qui a pris l'initiative parce que je suis tellement désabusée par toutes les décisions qui sont prises. Donc elle a fait en sorte en fait d'envoyer sur Instagram les dessous Chic Choc, donc la proposition de pouvoir retirer des affaires par le call and collect. C'est la seule solution que nous ayons trouvée, donc le téléphone, et puis ça marche très bien puisque à Pointe-à-Pitre nous avons déjà eu 3 clientes qui ont pu se déplacer. Malgré les difficultés, on a quand même encore toujours des clientes qui sont fidèles. Nous sommes obligés de respecter les règles qui nous sont imposées, ce qui est d'ailleurs c'est vraiment très dur, puisque on pourrait considérer quand même que le sommeil, pas considérer, le sommeil fait partie du bien-être. Matelas Baptiste, c'est 15 emplois et nous tenons absolument à préserver nos emplois malgré je dirais cette situation sanitaire très difficile. Donc nous gardons nos distances et nous tenons quand même à garder un minimum d'activité. Nous devons sauver nos emplois guadeloupéens. Je suis comme la Fédération nationale de l'habillement qui dit que donc fermer tue, parce que l'État prend des initiatives au lieu d'injecter des milliards pour pouvoir sauver ou aider ou accompagner les entreprises. Ils auraient mieux fait de garder quelques millions pour pouvoir aider le milieu hospitalier. Quand les infirmières sont sorties dans la rue en 2019, au lieu de leur taper dessus, il fallait les écouter. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment le système hospitalier dans tout son ensemble qui a un malaise. Et ce n'est pas la peine de fermer les entreprises pour pallier aux carences de ce système-là. J'ai l'impression que les gens qui nous gouvernent ne connaissent pas la réalité de la situation, ou alors s'ils la connaissent, ils sont incompétents, ou alors il y a un autre facteur aussi, c'est qu'ils ont programmé quelque chose, parce que ce n'est pas normal. Ce qui nous arrive n'est absolument pas normal. En cette période de campagne pour les élections régionales, différentes déclarations de candidature ont été faites. Aujourd'hui, nous avons rencontré le parti Force ouvrière qui sera représenté par Jean-Marie Nomertin en tête de liste. Écoutons son interview au micro de Maxime Morel. Combat ouvrier est candidat pour les élections départementales et pour aussi les régionales. Combat ouvrier est présent pour faire entendre le camp des travailleurs. Nous disons aujourd'hui, beaucoup de candidats se présentent aux élections pour défendre la Guadeloupe. Pour nous, il y a 2 Guadeloupes. La Guadeloupe des riches, la Guadeloupe des pauvres. La Guadeloupe des exploités, la Guadeloupe des exploiteurs. Nous nous situons résolument dans le camp des travailleurs et nous disons qu'il faut que les travailleurs puissent se déterminer politiquement. À chaque élection, on constate qu'il y a des déceptions où l'abstention augmente d'élection en élection. Pour ne pas être déçu, c'est de se prendre en main, c'est de se compter sur soi-même. C'est aussi de s'engager pour non pas seulement subir, mais pour dénoncer et combattre ce qui se passe actuellement. Et l'exemple le plus flagrant, c'est l'actualité. Une société dénommée Respire Plus, mais on peut dire Respire Moins, où tout le monde est au courant depuis tantôt, où nous voyons un président de région déclarer qu'il ne savait pas que l'entreprise est fermée. Or, depuis belle lurette, l'entreprise est fermée. Donc, nous ne savons pas le niveau de responsabilité de chacun. Tout ce que nous savons, c'est qu'il y a 450 000 € qui ont été mis sur la table. Tout comme il y a plus de 9 millions d'euros qui ont été en année cumulée, qui ont été déversés sur l'usine de Marie-Galante au profit de l'usinier. Pour quel résultat aujourd'hui? Donc c'est pour ça que nous disons, par rapport à la crise économique sans précédent que nous subissons à travers la pandémie, avec les mesures gouvernementales antérieures, actuelles et futures, la situation des travailleurs sera très très compliquée, et des pauvres, des retraités, des chômeurs. Donc pour ne pas subir cela, nous présentons une liste pour dénoncer ça et surtout appeler les travailleurs à choisir leur camp et aussi dès maintenant
à imposer un autre choix. Nous sommes incontournables. Sans nous, il n'y a pas d'activité. Mais tout ce que nous constatons aujourd'hui, sans nous, la société ne fonctionne pas. Tout ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que tous ceux qui sont au pouvoir, ce sont les serviteurs des capitalistes. Les capitalistes les élisent. Vous avez vu les dernières élections régionales. On a parlé de sommes faramineuses concernant les comptes de campagne. On n'a pas les éléments en main. Mais l'UREL a critiqué Chalus en disant que Chalus a eu le soutien des gros capitalistes. Mais l'UREL aussi a eu le soutien de certains capitalistes. Les capitalistes avaient deux moustaches au soleil, comme on dit en créole. D'un côté l'UREL, d'un côté donc Chalus. Donc, mais ce qui nous importe avant tout, c'est que les travailleurs puissent donc agir politiquement et se déterminer par eux-mêmes et pour eux-mêmes, et non qu'on puisse aller voter pour des politiciens qui, une fois arrivés au pouvoir, nous trompent alors qu'on sait pertinemment de les départ, ils vont nous tromper. Qu'il s'agisse de l'ARIFLA, qu'il s'agisse de Michel Chevry, qu'il s'agisse de l'UREL, qu'il s'agisse aujourd'hui de Chalus, ils sont tous du côté du grand patronat et c'est ce que nous dénonçons. En bref, en complément, parmi les autres candidats pour ces élections régionales, nous comptons le Parti socialiste, représenté par Josette Borrell-Lincertin, le CIPA, Comité d'initiative pour un projet politique alternatif, représenté par Alain Plaisir, Sentinelle Guadeloupe, représenté par Éric Coriolan, LGCA, la Guadeloupe consciente en action, représentée par Christelle Nanor, l'ANG, Alliance nationale Guadeloupe, représentée par Wonal Selbonne, le GESR, LERM, la Guadeloupe unie, solidaire et responsable associée à la République en marche, représenté par Harry Chalus, et enfin le Rassemblement national, représenté par Maxette Pirbacas. Enfin, pour finir, Dimitri Zéphir, designer guadeloupéen, évoluant à Paris avec son studio de design Dak & Zéphir, propose aux lycéens de son ancien établissement scolaire, le LPO Raoul-Georges Nicolo, des ateliers de design d'objets. Ces ateliers permettent aux lycéens en art appliqué de toucher du doigt leur futur secteur d'activité, mais aussi de méditer sur l'émergence du design dit créole. Reportage signé Olivier Félix. C'est un projet en fait qu'on a monté avec mon associé Florian Dash. En fait, on mène une recherche depuis quelques années autour des histoires oubliées des Antilles. Donc c'est une recherche qu'on a intitulée Éloge créole. Et dans le cadre de ce workshop-là, on invite les étudiants de la première et de la terminale ST2A, donc art appliqué du lycée, à réfléchir autour de l'éloge du reste, donc de travailler en fait à partir de ressources végétales, à partir de matières, de matériaux en fait qui sont spécifiques à l'histoire de l'île, et de tenter en fait de les retravailler pour confectionner des objets. Je trouve ça intéressant parce que c'est une autre technique d'approche que celle que l'on étudie en classe. Et en fait, je trouve que c'est bien parce que ça nous confronte un peu au débouché que peut avoir notre section. Donc je trouve ça très intéressant et enrichissant. Dès le départ, dans la spécialité, on est sans cesse mis en rivalité ensemble. Donc on se confronte tout le temps les uns les autres dans ce que l'on fait, on se soutient également. Donc oui, c'est intéressant de pouvoir justement confronter nos idées et notre perception des choses dans un même projet, car ça nous montre réellement quels seront les débouchés à venir, etc. Dans la recherche Éloge créole qu'on mène, on est vraiment sur 3 volets. Donc il y a vraiment un volet de recherche et d'enquête sur le terrain, donc qui passe par la rencontre avec pas mal d'intervenants, de sociologues, de poètes, d'artistes, pour essayer en fait de construire un imaginaire plus riche de l'histoire des Antilles. Donc ça c'est vraiment un volet recherche avec des écrits. On a notamment aussi publié un livre qui traite de cette recherche-là. On a justement un volet transmission, donc l'idée c'est aussi de partager nos expériences, nos connaissances avec des étudiants, des enfants de différents niveaux. Et puis on a un troisième volet qui est un volet vraiment de création, où là on dessine des objets qui sont là pour valoriser des ressources locales, valoriser des messes et l'habitude des Antilles. Et en parallèle justement de ce travail-là, on dessine des objets qui sont en général soit des collections en série limitée, soit en série classique, avec notamment un éditeur d'objets qui est basé en Guadeloupe qui s'appelle Tiban. Voilà tout pour cette tranche d'information de ce jeudi 29 avril 2021. Nous vous remercions pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous demain soir à la même heure pour votre nouvelle tranche d'information.